C'est pas possible. Tac, tac, tac. 4, 5. Oui, la seconde table ronde. Donc, pendant que nos intervenants s'installent, donc j'appelle Grégoire Leclerc, président de la Fédération, Catherine Frodeau, directrice de la communication du RSI, Régime social des indépendants, Stéphanie Dechaume, directrice du cabinet du directeur du RSI, Jérôme Ollès, directeur du contrôle à l'URSSAF, Valentin Couble, directeur en charge des auto-entrepreneurs, lui aussi à l'URSSAF. Allez-y, installez-vous. Cette seconde table ronde où on va parler dans un premier temps requalification et salariat déguisé. Le droit est-il bien adapté aux nouvelles formes de travail? Et puis quelle contribution à la protection sociale des nouveaux acteurs? Merci à vous d'être là pour débattre. Et on va commencer avec des petites questions pour l'URSSAF. Alors, c'est un fait aujourd'hui que ce soit du côté du donneur d'ordre ou du côté des auto-entrepreneurs, la crainte d'une requalification en contrat de travail est bien présente. On a l'impression aussi que ces règles ne sont pas assez claires. Jérôme Ollès, Valentin Couble des URSSAF, est-ce qu'il faut éclaircir les règles ou est-ce qu'elles sont claires? Concrètement, quelles sont les règles aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se faire requalifier? Si on devait expliquer ça assez simplement aux gens qui nous regardent. Je vais laisser Monsieur Ollès, directeur du contrôle, nous expliquer tout cela. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour poser les choses de façon simple et puis pour bien reposer les choses, il faut imaginer donc l'URSSAF n'est pas comme finalement un acteur qui va donner son avis, mais un acteur qui va appliquer les textes de loi tels qu'ils existent aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc dans notre grille de lecture, quand on analyse l'activité finalement d'une entreprise, la question qu'on se pose, c'est finalement est-ce que en face on a un salarié? Ou est-ce qu'en face, on a un travailleur indépendant? Et parfois, justement cette lecture de la grille est contestée parce que c'est pas assez clair. Tout à fait. Alors on va dire que c'est notre travail ça au quotidien ensuite que d'être contesté éventuellement dans les décisions qu'on fait, puisque nos inspecteurs en fait sont sur le terrain dans les entreprises. Alors il faut savoir que dans ce type d'action en fait on est plutôt sur de la détection on va dire de travail dissimulé. Donc c'est des constats qui sont faits sur le terrain. Ce qu'on pourrait appeler un flagrant délit, entre guillemets, pour le On va en parler du flagrant délit parce que moi j'ai un cas concret à vous exposer qui revient assez souvent et j'aimerais avoir votre expertise sur ce cas très concret et savoir si vous appelez ça du flagrant délit justement. D'accord. Alors juste si on poursuit sur votre question finalement, donc effectivement la question du lien de subordination finalement c'est la base y compris du droit du travail tel qu'il s'est construit en France depuis le 19e siècle et tout le salariat s'est construit autour de ça et donc forcément c'est une notion interprétative, c'est une notion potentiellement qui peut faire débat et on a nous des périodes, tout est organisé à l'URSSAF et quand l'URSSAF est un contrôle pour avoir d'abord une phase contradictoire avec les personnes pour qu'elles se justifient et ensuite des voies de recours. Donc finalement l'URSSAF interprète les textes tels qu'elle pense que les textes le font et puis après ce sont éventuellement les juges qui vont confirmer ou non et effectivement je vous rejoins aujourd'hui avec l'émergence de l'ubérisation on est sur quelque chose qui pose question. Mais finalement, c'est pas un sujet nouveau pour nous. Quand on lit dans la presse par rapport à l'affaire Uber, et on en reparlera, que l'URSSAF se trompe de combat, que l'URSSAF est complètement dépassée, que l'URSSAF n'envisage pas de s'adapter, etc. Vous répondez qu'en fait vous êtes un simple exécutant des textes de loi et que vous n'avez pas d'avis. L'URSSAF n'a finalement pas d'avis. Elle exécute simplement les textes de loi. En tout cas, elle applique les textes tels qu'elle les interprète et c'est sans doute en ça qu'on contribue au débat, c'est-à-dire que finalement on pousse la logique des textes après au pouvoir public finalement de se dire est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse bouger les textes parce que c'est plus adapté ou pas. Je préciserai juste une chose pour tout le monde parce que finalement le dossier Uber tel qu'il peut ressortir dans les médias est peut-être pas complètement compris. Le redressement qui a été évoqué concernant Uber concerne uniquement UberX. C'est-à-dire que pour le dire, on est ici aux assises de l'auto-entrepreneur, UberPop n'est pas concerné par ce redressement, c'est-à-dire que dans notre travail, finalement, ce sont des VTC que nous avons redressés, donc nous avons considéré que ce n'étaient pas eux les employeurs, mais Uber. Donc en fait, ce n'est pas un sujet auto-entrepreneur, notre redressement. Donc, je le dis juste pour la compréhension globale du sujet. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a beaucoup de taxes de VTC Uber, X, Pop. Oui.
W je ne sais quoi, qui sont auto-entrepreneurs. Donc la nuance, de toute façon, s'il y a autant de chauffeurs Uber, c'est parce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs et c'est relié au phénomène d'ubérisation. Et ce qu'on reproche à l'URSSAF, c'est, enfin ce que j'ai pu lire dans les articles, c'est qu'effectivement il y a un souci d'adaptabilité justement à cette évolution du travail et à cette masse d'indépendants qui vient notamment remplir les rangs de Uber. Moi je voudrais qu'on soit extrêmement concret. J'avais une question très concrète puisqu'on parlait de flagrant délit. C'est un cas qu'on a eu régulièrement et on l'a traité l'année dernière aux assises. Alors je me mets dans la peau d'un auto-entrepreneur. Donc si je suis auto-entrepreneur par choix et que je travaille chez mon donneur d'ordre au quotidien et que cela me convient parfaitement, est-ce que je risque quand même d'être requalifié contre mon gré et évidemment contre celui de mon donneur d'ordre car j'exerce trop souvent directement chez mon donneur d'ordre? Alors, effectivement, enfin, la seule chose que je peux vous répondre sur ce sujet-là, mais finalement, comme dans tout sujet de droit du travail, il y a finalement le principe de dire les deux personnes sont d'accord, y compris sur un statut qui ne serait pas celui qui correspond à l'activité. Nous, on ne le regarde pas. On va regarder l'activité, la nature de l'activité, et à partir de ça, appliquer les textes. Voilà, c'est aussi... D'accord, donc que ce soit le donneur d'ordre ou l'auto-entrepreneur, personne n'est libre. Même si eux, ça leur convient très bien, c'est pas possible. Enfin, oui, on est dans un pays de droit, hein, donc nous, on est juste là pour juste constater que les textes sont bien appliqués. Et vous pouvez comprendre aussi qu'il y a certains auto-entrepreneurs qui ne comprennent pas que l'URSSAF s'initie dans ce genre de situation, qu'elles ont décidé, et que effectivement, on est dans un pays de droit, mais on est aussi dans un pays de liberté. La question se pose, en tout cas, sur ce cas concret. Je vous répondrai une nouvelle fois que nous avons une mission de service public et que l'État nous demande de contrôler et nous demande simplement de vérifier l'application des textes. À titre individuel et de ce que nous constatons tous sur le terrain, et l'URSSAF, après, on a été aussi auditionné, par exemple, par la commission Terrasse, donc on participe à la bonne compréhension des pouvoirs publics du phénomène. Après, une fois qu'on en arrive de fait au constat, finalement, j'ai envie de dire, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on essaie de décortiquer les choses et puis après de les qualifier. Encore une fois, c'est aussi ces choses-là et le débat que ça suscite qui font qu'après le politique s'en empare et éventuellement fera évoluer les lois. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'article 60 de la loi El Khomri. Ces conséquences après, y compris en droit social, on en tiendra compte et on fera, selon les décrets d'application et les choses qui sortiront, on travaillera différemment. D'accord, donc l'URSSAF lit des lois, les exécute et n'a aucun je veux dire, point de vue, où il n'y a aucun aspect, on est vraiment dans la pure exécution. Grégoire Leclerc, vous, sur ces questions de requalification, est-ce que, on va se tutoyer, on va pas faire genre, est-ce que tu penses qu'il faut éclaircir justement ces règles de requalification ? Alors oui, effectivement, on a souvent tendance à taper un peu vite sur l'URSSAF. C'est vrai que, d'une certaine manière, vous n'y pouvez rien. On est assez d'accord sur le constat que vous faites. Les textes sont les textes, on doit lire les textes, les appliquer. Bon, il se trouve que nous pensons, mais là pour le coup c'est en tant qu'organisme représentatif, nous pensons que les textes sont dépassés. Très clairement. Alors pourquoi? Pas parce qu'on cherche à précariser les gens ou faire en sorte qu'ils ne puissent pas un jour être qualifiés en contrat de travail si on a des cas d'abus très clairs. Alors les arrêts de jurisprudence d'ailleurs sont plutôt des cas qui viennent renforcer la présomption de salariat dans les cas d'abus. Hein. Les deux, il n'y a que 2 cas de jurisprudence en France sur l'auto-entrepreneur et ces 2 cas-là sont hyper clairs. C'est une femme de ménage qui travaille dans une salle de sport et un agent commercial dans une entreprise qui a déposé le bilan et qui travaillait effectivement à temps plein avec les moyens de l'entreprise, avec une contrainte horaire, avec le matériau fourni par l'entreprise, avec une rémunération fixe d'un mois sur l'autre. Donc on voit bien qu'on est dans l'ensemble le faisceau de critères de requalification, il est totalement respecté. Bon. Ceci dit, il y a quand même des cas, et c'est clair, c'est notre boulot de faire évoluer ça, il y a quand même des cas, et ils sont de plus en plus nombreux, d'auto-entrepreneurs qui ont choisi librement, par exemple, d'être secrétaires à domicile et de ne travailler que pour 1 ou 2 médecins, 1 ou 2 notaires, 1 ou 2 huissiers, etc., qui sont dans des cas, à la limite, à la lecture des textes, requalifiables en salariat, et qui pour autant, à notre avis à nous, ne devraient pas être qualifiables. Ça c'est un avis politique, ou en tout cas un avis du quotidien, du terrain, qui nous paraît voilà, déjà dépassé. Et alors, évidemment, le phénomène s'accélère dès qu'on parle des plateformes, parce que là, effectivement, Sergine Dupuis le disait très bien tout à l'heure, on est dans un paradoxe absolument incroyable, où on dit d'un côté aux plateformes « Ah, c'est pas bien, vous devez plus travailler
à la protection sociale des gens qui œuvrent pour vous, donc vous devriez leur donner des avantages. Et plus ils le font, plus ils se retrouvent. Mais plus vous faites ça, plus vous êtes susceptible de requalifier en salariat. Donc, non, surtout pas, ne le faites surtout pas, parce que vous allez être qualifié en salariat demain. Donc les plateformes, évidemment, elles ne savent plus sur quel pied danser. Soit elles protègent mieux, mais elles sont requalifiées, soit elles protègent pas. Donc du coup, les gens les accusent, et effectivement, on entend Jérôme Pimaud dire, bah voilà, on est mal soigné, on n'est pas écouté, on n'est pas suivi, on nous oblige des choses, et si on le faisait, on serait requalifié en salariat. Donc on voit bien quand même qu'il y a une espèce d'alternative. Donc il faut éclaircir et assouplir. Alors pour nous, il faut éclaircir et assouplir. Éclaircir, c'est-à-dire faire une sorte de liste à la Prévert des cas de requalification contre travail qui sont clairs pour tous, qui soient clairs pour tous. Je travaille plus de 20 heures par jour dans les locaux de l'entreprise, 20 heures par semaine dans les locaux de l'entreprise avec du matériel de l'entreprise, boum, je suis requalifié. Je travaille 2 heures par jour pendant une semaine avec le matériel de l'entreprise, la carte de visite de l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise, avec une dépendance économique à 100%, je suis requalifié. Voilà. Et les autres cas, des plateformes qui sont par exemple des plateformes totalement intermédiaires avec une relation physique inexistante entre le donneur d'ordre et le... Vous imaginez quand même qu'on est en train de prétendre requalifier des gens qui n'ont même jamais vu leur potentiel employeur. Quand on prétend, et alors j'aimerais bien que le juge prud'homal vienne m'expliquer, ça c'est un sujet intéressant d'ailleurs, comment il fait pour démontrer ça alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés et que pour autant il aurait exercé à distance un lien de subordination sur la personne. Honnêtement, c'est quand même très tiré par les cheveux, coupé en 4 en plus. Donc, bon. Merci Grégoire. Valentin Couble, vous êtes directeur en charge des auto-entrepreneurs à l'URSSAF. Est-ce que d'après vous, sur les cas que vous voyez, il faut éclaircir, il faut que ça soit plus lisible pour les auto-entrepreneurs, et est-ce que il faut assouplir aussi ? Alors, sur la question de la lisibilité, ça me semble évident. On parle d'évolution de la société, d'ubérisation, la montée en charge des plateformes, la montée en charge des auto-entrepreneurs et de nombreux cas qui sont sujets, en tout cas pour certains, à interprétation, des positions de l'URSSAF qui appliquent les textes comme elles les interprètent aujourd'hui, certains cas qui prêtent à discussion. Donc un besoin de précision, d'éclaircissement de certains points, évidemment. Après, d'assouplissement, ça, je laisse juge le politique, et puis différentes personnes peuvent avoir des avis sur cette question. Je pense que l'URSSAF n'a pas à émettre un avis sur cette question. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de cas, j'imagine, depuis avec ce phénomène d'ubérisation. Vous avez depuis 2009, vous devez avoir de plus en plus de cas de ce qu'on soupçonne être un salarié déguisé. Donc ça sous-entend forcément une évolution, puisqu'il y a beaucoup plus de cas, parce que ça se développe. Non, vous n'avez pas d'avis ? Non, personnellement, oui, je peux avoir un avis que je n'émettrai pas ici, mais encore une fois, je reprendrai les propos de M. Ollès. L'URSSAF applique les textes, certains textes demandent quelques précisions, la société évolue, la législation évolue également, donc oui, besoin de précision. Si je peux me permettre de compléter ce que dit Valentin. Alors on est aujourd'hui parmi vous, c'est aussi parce que on estime que c'est logique qu'on nous pose des questions et qu'on veuille comprendre. Il faut vous dire juste que sur finalement ce nouveau modèle économique qui est aujourd'hui plus qu'émergent, qui est cette économie autour des plateformes, nous on y réfléchit. On a un travail d'analyse aussi des différents modèles. Monsieur tout à l'heure parlait de business models différents, et pour tout vous dire, je ne citerai pas de nom de plateforme aujourd'hui, mais on analyse en interne que certaines plateformes, l'URSSAF n'a rien à dire là-dessus et sur le schéma qui est proposé. Il ne faut pas s'imaginer, le droit c'est quelque chose en mouvement, et nous on réfléchit. Et on a des nouveaux cas. C'est quoi le schéma pour lequel aucune... C'est secret ? C'est pas que ça soit secret, c'est qu'aujourd'hui on est sur des choses, vous l'avez vu, la loi El Khomri vient de poser de nouvelles choses, on est sur un territoire, sur quelque chose de mouvant, quelque chose que je vous dirai aujourd'hui sera peut-être pas vrai dans 3 mois, une fois qu'une nouvelle loi sera sortie, donc ça n'a pas d'intérêt. C'est juste pour vous dire qu'on réfléchit aussi sur le sujet et que c'est pas du systématique. Il faut se sortir de l'idée que l'URSSAF, hop, elle voit ça, allez, on va redresser parce que ça fait des cotisations. C'est pas vrai. Et juste pour terminer... Monsieur Ollès, c'est ça, oui, juste pourquoi cette situation, pourquoi on imagine à chaque fois qu'on va être qualifié que ça, c'est justement parce que c'est pas clair. Et vous nous dites qu'il y a effectivement des plateformes sur lesquelles leur schéma ne sera jamais l'objet d'une requalification de par le fonctionnement, sauf qu'on ne peut pas savoir ce schéma. Donc c'est sûr qu'on reste dans l'ambiguïté.
l'ambiguïté. On reste pas dans l'ambiguïté. Enfin, alors moi, de ce que je comprends depuis ce matin, ce nouveau modèle interroge tout le monde. C'est pas l'URSSAF qui est interpellé, c'est que tout le monde, y compris les acteurs économiques, qui examinent la viabilité ou pas d'un modèle. Pour y aller, pour continuer, on a parlé de plateformes qui aujourd'hui n'existent déjà plus, parce que finalement le business model n'était pas bon. Donc l'URSSAF, c'est juste un acteur parmi d'autres auquel on demande d'analyser ça. Donc voilà, c'est un acteur qui inquiète sur ces questions de requalification. Bien sûr, mais c'est tout à fait compréhensible. Oui. Une réponse, Grégoire, peut-être ? Non, mais c'est vrai que je trouve très positif le fait que vous vous posiez toutes ces questions, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire que de rester figé sur un principe de loi ou un principe d'exécution en disant les décrets et les textes sont comme ça, donc on le fait. Ce qu'on mesure bien de notre côté, c'est qu'il y a une forme d'urgence. Parce que, encore une fois, le modèle des plateformes tel qu'il existe, on a à peu près tous compris comment ça fonctionnait, hein, il y a une commission qui est prélevée au passage. Ce modèle des plateformes, il est assez ténu. C'est-à-dire qu'il est encore fragile. Bien sûr, on estime 80 000 auto-entrepreneurs qui ont travaillé peu ou prou pour une plateforme au cours de l'année. C'est déjà beaucoup, mais ça reste un modèle avec des marges très faibles, avec une capacité à notamment mettre de côté pour protéger l'indépendant qui est faible. Et donc tout ce modèle-là, si en plus on vient lui faire peser au-dessus une forme d'épée de Damoclès, on dit attention, tous ces modèles-là ne sont pas encore validés par les textes ou les lois, et donc demain matin, vous pouvez vous retrouver sous le coup de requalification, peut-être pas massive, mais en tout cas exemplaire de certaines plateformes dans l'écosystème, ça risque de faire un peu... alors que n'oublions pas que ces plateformes donnent du boulot. Alors que ces plateformes, effectivement, ce qu'on mesure aussi, c'est que ces plateformes donnent du travail. Ces plateformes apportent du chiffre d'affaires, ces plateformes développent l'activité d'un certain nombre d'auto-entrepreneurs, elles ne sont pas, au niveau sociétal, complètement neutres, quoi. Il y a quelque chose de très fort, hein. 57%, pour ne citer qu'un chiffre, hein, 57% des chauffeurs Uber n'étaient, avant de devenir chauffeurs sur la plateforme, ni en situation de salariat, ni même en situation de demandeur d'emploi. C'est-à-dire qu'ils étaient en décrochage complet de la société, disons-le une bonne fois pour toutes. Ils étaient en situation de décrochage. Et donc c'est bien la valorisation de nouveaux talents et le rapprochement à une activité économique, une forme de statut dans la société que ces plateformes permettent. Et donc il faut essayer de faire concilier tout ce petit monde. C'est compliqué. Il y a l'État, il y a le politique, il y a les acteurs, les agents économiques, il y a les auto-entrepreneurs, il y a les représentants de tout ça. Il faut qu'on en parle, mais plus on ira vite et mieux ce sera. Et la présidentielle est une bonne occasion. On va passer maintenant à la question de la protection sociale. On peut dire que l'auto-entrepreneur se sent pas vraiment entrepreneur, pas vraiment salarié. C'est un peu un entre-deux qui bouscule les lignes. Grégoire, rappelle-nous ce que prévoit la loi El Khomri sur cette question, puisque c'est vraiment une avancée. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Alors, la loi El Khomri, c'est un petit pas. Bien sûr, c'est toujours pareil. Encore une fois, je répète, cette sorte de petit monde qui discute autour de ça. Il y a un certain nombre de parties à prendre en compte. Les plateformes d'un côté, les auto-entrepreneurs de l'autre, le législateur, le gouvernement, les syndicats de salariés qui étaient aussi, rappelons-le à l'époque, très opposés à cette loi. Et donc il a fallu quand même un sacré tour de passe-passe pour faire passer dans la loi El Khomri un article qui me semble assez révolutionnaire. Parce qu'on est quand même en train d'inscrire dans une loi qui ne traite que du droit du travail, des dispositions qui ne traitent que des gens qui ne sont pas dans le droit du travail. Quand même. Premièrement. Deuxièmement, on dit il faut engager une responsabilité sociale des plateformes, mais on voit bien que c'est extrêmement compliqué parce que toutes les plateformes n'ont pas les mêmes modèles, donc toutes les plateformes ne peuvent pas considérer qu'elles ont finalement à s'occuper de la protection sociale de leurs auto-entrepreneurs affiliés comme le feraient leurs voisines. Donc là, c'est pour les plateformes qui imposent des prix, hein. Voilà, donc il a fallu qu'on circonscrive le principe. Donc on a dit, c'est les plateformes qui imposent un prix, donc il y en a quelques-unes qui sont citées, et ces plateformes qui imposent un prix auront finalement 3 obligations supplémentaires. Fournir une garantie AT-MP, prendre en charge la contribution à la formation professionnelle et prendre en charge les frais de VAE. Ce qui est déjà une belle avancée. Bien sûr, on voudrait en demander plus. On pourrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une garantie 1% logement pour ceux qui peut-être, etc., etc. Mais peut-être non plus tomber dans le modèle du salariat. Alors, dans la loi, c'est écrit quand même que alors c'est pas écrit comme ça dans la loi, mais dans les motifs, c'est écrit que le fait de respecter ces 3 conditions ne rajoute pas des faisceaux d'indices supplémentaires aux indices de requalification. Bon, de toute façon, ça restera le juge qui décidera au moment venu si on doit requalifier ou pas. Mais c'est sûr que plus on en rajoute, plus on en rajoute, quoi. Donc la corbeille est lourde, et aussi pour les plateformes qui doivent payer tout ça quand même, hein, parce que c'est pas neutre. Et 200 € là, par exemple, qu'on comprenne bien, 200 €, c'est quelque chose qu'on paye dès le début pour chaque nouvel auto-entrepreneur recruté, ou c'est quelque chose de progressif dans l'année ?
Alors, ça, les décrets vont le dire, parce que les décrets ne sont pas rédigés. On s'est engagé avec ça va être simple encore. Avec Matignon et le ministère du Travail ainsi que Bercy à avoir des comités interministériels pendant l'automne. Normalement, ce qu'on va essayer de régler, c'est à partir de quand un auto-entrepreneur pourra prétendre à bénéficier de ces protections supplémentaires. Donc, est-ce que c'est une durée d'affiliation? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Est-ce que c'est les deux? C'est sans doute cumulatif. Et est-ce que c'est ensuite comptabilisé par auto-entrepreneur mais payé par la plateforme, ou comptabilisé par auto-entrepreneur et payé à l'auto-entrepreneur? Si c'est payé par la plateforme, il faut les rassembler ensuite au niveau de l'État, donc c'est très compliqué en matière de manip système d'info, et bien sûr et au RSI et à la COS, enfin à l'URSSAF. Donc il y a tout un sujet de rédaction des décrets qui n'est pas du tout finalisé. Catherine Frondeau et Stéphanie Dechaume, merci d'être avec nous. Vous travaillez au RSI, vous êtes en charge de la protection donc, sociale des indépendants. Est-ce que pour vous ces évolutions sont suffisantes? Est-ce que vous avez un avis ou Alors, elles vont couvrir une certaine catégorie, hein, comme on vient de le dire, d'activités. Vous êtes Catherine ou vous êtes Stéphanie? Moi, c'est Stéphanie. Ok, très bien. Oui, donc, parce que, comme ça vient d'être dit, ça sera donc sur les plateformes très particulières, avec un prix fixé par la plateforme et une prestation qui est très cadrée par la plateforme. Donc, ça représente quand même une toute petite partie des auto-entrepreneurs. Donc, en gros, ceux qui font du salariat déguisé pour... ceux qui font du salariat déguisé pour l'URSSAF, doivent bénéficier d'une meilleure protection pour le RSI. Mais effectivement, on est quand même sur une certaine partie d'activité. Ça veut dire qu'on ne couvre pas forcément toutes les plateformes, et ça veut dire qu'on ne couvre pas les autres situations, hein, bien évidemment. Voilà, donc voilà, je ne sais pas quel pourcentage des auto-entrepreneurs ça peut représenter, mais on est sur quelques dizaines de milliers de personnes, voilà, sur 1 million de personnes qui sont aujourd'hui au statut auto-entrepreneur. Catherine, est-ce qu'il y a des... Je vous appelle par votre prénom. Hein. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour aller encore plus loin que ça au sein du RSI? Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ce que disait Stéphanie, c'est que nous assurons la protection sociale du million d'auto-entrepreneurs. Là, on est vraiment dans un cas très particulier. Ce qui est certain, c'est que les auto-entrepreneurs, comme tous les travailleurs indépendants en France, ne sont pas couverts au RSI pour le risque professionnel et les accidents du travail. Il n'y a même pas une carence de 30 jours, quelque chose comme ça? Ça, c'est autre chose. Je vais laisser... Ah non, c'est pas 30 jours. Stéphanie va vous expliquer ça. Ce qui est certain, c'est que nous, ce que l'on fait, c'est réfléchir à la couverture sociale de tous les autres entrepreneurs. On fait des propositions pour l'améliorer. Elle existe, ça c'est certain. Enfin voilà, on est là dans une situation, la situation des plateformes, c'est vraiment très... c'est presque, enfin c'est vraiment un tout petit point. Oui, en fait, on en fait tout un foin, mais en fait, ça ne va pas toucher grand monde. Non, c'est pas ça que je dis. C'est vrai que c'est un sujet de société, mais disons que voilà, nous, on est sur la couverture maladie, retraite, invalidité, décès de l'ensemble des auto-entrepreneurs. Et je vais laisser Stéphanie, si vous voulez, vous donner quelques détails là-dessus. Allons-y, merci beaucoup. Oui, pour revenir sur le risque professionnel, aujourd'hui en France, un travailleur indépendant, qui soit auto-entrepreneur ou qui soit au régime réel, n'a pas de couverture du risque professionnel. Donc là, effectivement, c'est la première fois avec la loi El Khomri qu'on va avoir ce type de couverture, donc pour ce segment de population qu'on vient de décrire. Alors vous posez des questions sur tout ce qui est indemnité journalière. Oui, voilà. Très court, oui. Oui, alors très court. Aujourd'hui, donc les indemnités journalières en cas de maladie, les artisans, les commerçants en bénéficient et les professions libérales n'en profitent pas à ce jour, qu'on soit auto-entrepreneur ou qu'on soit au régime réel. Il y a dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 une disposition qui prévoit que les professions libérales qui sont aujourd'hui affiliées à la CIPAV en droit retraite puissent arriver au RSI, et une des grandes avancées, il y en a deux, mais une très importante, c'est justement que ceci va permettre aux auto-entrepreneurs et aux personnes de régime réel qui sont en statut profession libérale de bénéficier d'indemnités journalières, qui seront celles qui sont aujourd'hui offertes aux artisans et aux commerçants. À partir d'un certain seuil de cotisation, c'est ça ? Alors, pour pouvoir bénéficier effectivement d'indemnités journalières, il faut cotiser un minimum, et donc il faut cotiser sur l'équivalent d'un revenu de 3 800 €. Sur l'année. Voilà, sur l'année. Très bien. Voilà.
Donc c'est la règle générale qui vaut pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants au régime classique. Très bien. Alors moi Ludovic, j'aimerais bien faire 2 incursions sur la partie... Mais je t'en prie, Grégoire. Bon, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure en propos introductif. Nous, on est très très favorable à cette mesure inscrite dans le PLFSS 2017. Et pour 2 raisons d'ailleurs. La première, c'est que ça permettra à un certain nombre d'auto-entrepreneurs de ne pas avoir affaire et au RSI et à la CIPAV. Donc ça, c'est de la simplicité. Bon, je veux dire que ça soit l'un ou l'autre qui ait été choisi, à la limite, on a tiré au sort, c'est tombé sur le RSI, tant mieux pour eux, ou tant pis pour les autres, on s'en moque. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, ça permettrait quand même de ne gérer qu'un seul organisme et de simplifier. Et puis deuxièmement, c'est que pour 0,2% de cotisation supplémentaire, l'ensemble des professions libérales auront accès aux indemnités journalières. Donc en fait, ça coûte de fait très très peu cher en supplément, y compris quand on est au-delà des plafonds ayant droit aux indemnités journalières, pour bénéficier des IJ qui sont, mais disons-le très clairement, une plainte récurrente chez nos affiliés qui nous disent tout le temps, et qui découvrent en fait, parce que d'ailleurs c'est pas clair, ils découvrent un beau matin, ils tombent malades et ils découvrent un matin qu'ils n'ont pas d'indemnité journalière. Alors qu'au RSI, ils les auraient. Alors ils disent, pauvre de moi, j'aurais été plombier, j'en aurais, mais comme je suis informaticien, j'en ai pas. Voilà. Alors on lui explique pourquoi, c'est la loi. On dit, super la justice. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on soutiendra, j'espère que ça va passer. C'est tendu au niveau politique, mais je pense que ça va passer. Le deuxième point sur lequel je voudrais faire une incursion, c'est je voudrais parler aussi d'autre chose en matière de protection sociale. Je voudrais qu'on parle de la maternité. Alors je crois que Frédéric, tu as un témoignage à nous lire. Il faudrait qu'elle nous le lise parce que c'est vraiment instructif. Oui, merci. Effectivement, la loi ayant évolué, il y a des drôles de surprises. Donc ce message vient de Stéphanie, qui est enceinte de 7 mois et demi et qui a signé de son propre chef une rupture conventionnelle avec son ancien employeur, pensant avoir le temps justement sur la fin de son congé maternité avant la naissance de préparer son auto-entreprise et donc à créer son auto-entreprise à 7 mois et demi de grossesse. Donc je pense que vous avez toutes les deux deviné le problème. Donc la CPM l'a informée, comme elle a quitté la CPM du jour au lendemain, qu'elle avait été résiliée, que c'était ses droits acquis de congé maternité auxquels elle aurait eu le droit ont été neutralisés et que ses allocations maternité allaient être réglées par le RSI. Et comme elle est toute neuve, qu'elle allait avoir le droit à 700 € sur sa période d'arrêt au lieu des 3000, à 10% de la somme à laquelle elle a le droit. J'ai au quotidien, honnêtement, cette année, 7-8 personnes, 7-8 femmes comme ça qui découvrent tout d'un coup qu'il faut effectivement avoir cotisé un minimum, qui dans leur vie de salarié avaient acquis des droits, on ne les a pas informés. Elles créent leur entreprise du jour au lendemain et donc perdent tous les droits acquis et se retrouvent... Quand la loi, cet amendement était passé, j'avais regardé et j'avais vu quelque chose d'intéressant, c'est que le gouvernement poussait les femmes à créer des entreprises. J'ai vu ça, il y avait eu pas mal de discours là-dessus. Donc on nous pousse à avoir des entreprises, et puis aussi on nous pousse à avoir des enfants pour peupler la France, payer la retraite. Donc en fait, il faut avoir une entreprise, mais surtout pas faire d'enfants. Donc est-ce que faire des enfants, mais surtout pas avoir d'entreprise. Voilà. Donc est-ce qu'au RSI, vous avez pris conscience de ce problème? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Parce qu'il y en a un vrai, qui touche pas tout le monde. Je comprends l'idée de la loi qui était d'éviter la fraude, mais là, ça coince un peu. Alors, oui, c'est un problème, je dirais, assez bien près le micro. Pardon. C'est un problème, malheureusement, qui existe régulièrement. Donc, c'est toute la notion de transition d'un régime à l'autre. Alors, il y a des dispositions qui existent, ce qu'on appelle le maintien de droit dans notre jargon de professionnel, qui fonctionne normalement, mais c'est vrai que par ailleurs, c'est le gouvernement qui l'a souhaité pour éviter les situations de fraude, parce que c'est vrai qu'il y avait des personnes qui arrivaient dans le régime, qui n'avaient jamais cotisé, qui n'avaient jamais eu de droit nulle part et qui pouvaient bénéficier totalement des prestations à taux plein et qui avaient quelque chose qui n'allait pas. Donc peut-être que le gouvernement est allé trop loin, je ne sais pas, qu'il faut revisiter les choses. Mais aujourd'hui, en tout cas, la règle, en matière de maternité, vous avez le droit dès le premier jour à avoir une ouverture de droit. Par contre, on calcule le niveau de votre prestation en fonction du niveau de revenu que vous avez déclaré. Et donc, pour faire très schématique, vous êtes en dessous du fameux 10% du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 800 €, vous avez le droit à 10% du montant de la prestation de base, et vous êtes au-dessus, vous avez le droit à 100%.
Donc c'est une règle qui est, voilà, on peut la discuter, elle a été travaillée longtemps, hein, il y a eu plusieurs années de discussion du gouvernement, c'était pas quelque chose que portait le RSI. Voilà, il faut peut-être retravailler le point, moi je suis ouverte. Ce qui, moi, me choque, c'est qu'elle a acquis tous ses droits en tant que salariée. En fait, elle aurait surtout pas dû créer son entreprise maintenant. C'est absurde. Il aurait fallu qu'elle attende 6 mois la naissance de son enfant pour créer. Parce que c'est quelqu'un qui avait, j'ai discuté avec elle, elle avait un très bon salaire. Hein, voilà, elle a décidé d'aller dans son projet, mais trop tôt. Elle n'était pas informée. C'est ça le problème, c'est qu'elle avait des droits, elle en a quelque part. Moi, j'ai répondu d'une façon générale sur le cas d'espèce. Je pense qu'il faut le retravailler pour voir véritablement les droits qu'elle a au régime général ou pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur ces questions de requalification, de salariat déguisé. Et s'il y a une question, voilà. Je te laisse faire. Oui, c'est Jérôme. Donc, par rapport aux gens de l'URSSAF, j'ai quand même lu un papier comme quoi l'URSSAF s'était prononcé sur le cas Uber. Ils avaient pris parti. Donc qu'en est-il de cette affaire en fait? J'ai entendu parler d'un procès qui allait prendre des années par rapport aussi au tribunal des affaires sociales. Alors, effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, le sujet Uber, finalement, il va dépendre des juges, puisque Uber a contesté le redressement qui lui a été notifié, et on est au niveau du tribunal des affaires sociales actuellement, et donc il devrait y avoir, ça devrait être plaidé d'ici la fin de l'année. Oui, il y a toujours une affaire de subjectivité, quoi, mais finalement c'est ça. C'est pas c'est vraiment, enfin, vraiment, hein, je le redis, c'est le principe du contradictoire, hein, tout simplement. On est dans un état de droit. L'URSSAF a lu les textes et les a interprétés à sa façon. Si il n'y avait pas de voie de contestation, là, on serait clairement dans quelque chose qui serait anormal. Aujourd'hui, c'est le jeu, c'est la voie normale. Vous comprenez qu'on puisse se dire que l'URSSAF interprète les textes aujourd'hui comme elle les interprétait en 1980. Et je le confirme. Je vous disais tout à l'heure, hein, on n'est pas forcément sur un sujet si nouveau que ça. Ce qui a changé quelque part, c'est le vecteur, mais pour nous, en termes de droit du travail, on n'a pas forcément changé parce que les textes n'ont pas forcément évolué non plus. Donc du coup, il n'y a pas de raison que la position de l'URSSAF évolue. Hein. Voilà, on renvoie à ce qui est, on se tient à notre rôle. Hein. Valentin a dit tout à l'heure, on a aussi nos façons de voir les choses. Dans notre rôle de tous les jours de l'URSSAF, on applique des textes. Il n'y a pas de raison que la position de l'URSSAF évolue, mais Grégoire, j'aimerais avoir ton retour, parce que j'ai lu un article dans lequel tu dis que l'URSSAF a tout faux. Donc l'URSSAF a forcément un point de vue, a forcément une position. Non, ce que je dis, c'est que... Je passe en gros. Hein, oui. Donc, non, mais c'est un article que vous pourrez tous trouver sur Internet, donc je ne vais pas me cacher de l'avoir écrit. Ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être plus fin à faire que de communiquer. D'ailleurs, c'est pas l'URSSAF qui a communiqué, et ça s'est passé de manière un peu inattendue dans une réunion à Bercy où on n'aurait pas dû en parler. Bon, il se trouve que ça a été communiqué. Et le pire dans cette histoire, c'est pas tellement le fait que l'URSSAF attaque Uber ou que Uber se défende de l'URSSAF ou qu'il y ait une contradiction, que ça passe au tribunal. Comme je dis toujours, je préfère un dialogue social entre personnes de bonne composition autour d'une table qu'un discours devant des tribunaux qui n'amène en général à rien si ce n'est à faire de la jurisprudence. Mais parfois la jurisprudence on la traîne pendant 50 ans hein, et on n'en est pas satisfait. Donc je pense que c'était le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît assez terrible dans cette affaire, c'est que ça soit communiqué. Finalement cette affaire ne regarde que Uber et l'URSSAF. Elle ne regarde pas l'ensemble des plateformes, l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est un truc entre eux deux. Et donc finalement, c'est pas... Parce que le problème principal... Qui a communiqué, Greg? Je sais pas qui a communiqué, ça s'est fait d'une manière... Si c'est pas l'URSSAF, c'est Uber, ou alors c'est une fuite classique dans la presse. C'est une fuite classique, c'est une fuite un peu plus classique que les autres, dans une réunion où il y avait des journalistes qui n'auraient pas dû entendre ça, et bon, ça s'est fait, ça s'est su. Bon, mais le fait que ça se sache rend, à mon avis, fait peser le glaive encore plus lourd sur l'ensemble de l'écosystème des plateformes, qui voient finalement les nuages s'amonceler, parce qu'on parle de ça, mais bien sûr on parle de l'affaire de Take It Easy qui dépose le bilan avec les associations qui... D'accord, mais on va pas censurer la presse, ils ont une info par rapport à... Ah non, mais j'ai pas dit ça. Je dis qu'il aurait mieux valu que l'information reste très confidentielle de la part de l'URSSAF, et que ça soit sorti, c'est pas très malin. Ah, donc tu dis que c'est à cause de l'URSSAF que c'est sorti. C'est pas si c'est à cause de l'URSSAF, c'est pas l'URSSAF qui l'a communiqué l'info, mais elle est sortie de chez eux. Voilà. Ok.
effectivement, enfin, c'est quand même bien de le redire, c'est pas dans les méthodes de l'URSSAF de se servir de la presse. Donc là, bon, c'est malheureux hein, que ça soit sorti, et très honnêtement, alors, c'est pas notre initiative. Très clairement, c'est pas notre. On ne commente éventuellement nous des décisions que quand elles sont jugées, et que, toi on en parlait, quand on a été jusqu'en cour de cassation et que la dernière décision est arrivée. Jusqu'à ce point-là, nous on n'a pas à préjuger de ce que va dire la justice. On est un acteur, donc c'est par nature, on ne communique pas. Donc effectivement, nous aussi on trouve ça malheureux que cette histoire URSSAF-Hubert, qui vient perturber quelque part un peu le débat, soit sortie. On a filtré. On n'a pas parlé d'URSSAF, on a parlé de Bercy, hein, je vous le rappelle. Oui, mais il y a des petits sous-entendus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, que ce soit sur la requalification, la protection sociale, etc. Catherine ? Stéphanie, Catherine, je ne sais plus. Moi, je voulais juste dire quand même, aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, ça représente 45% des travailleurs indépendants en France. Très vite, dans les années qui viennent, sur les professions libérales, ils seront majoritaires. Après, suivront les artisans, puis les commerçants. Donc, pour le RSI, c'est vraiment c'est très important. C'est un enjeu de service, de leur offrir une prestation sociale. Et les critiques sont nombreuses à l'égard du RSI. Hein. Comment ? Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment important de réfléchir à un cadre social qui leur permette d'être couverts correctement par rapport à des niveaux d'activité qui sont aujourd'hui quand même limités dans une immense majorité de cas. Mais si je peux ajouter donc les Valentin, c'est ça ? Voilà. Okay. Valentin Couble de l'URSSAF. Dans le statut de micro-entrepreneur simplifie l'accès à l'entrepreneuriat. Je voulais aussi préciser que les URSSAF, et notamment l'URSSAF Île-de-France, travaillent avec les micro-entrepreneurs pour simplifier les formalités administratives qui ne sont pas toujours à la fois la compréhension de la loi, la compréhension des circuits administratifs ne sont pas toujours immédiatement évidents pour ces nouveaux entrepreneurs, et qu'on mène un ensemble d'actions pour simplifier ces formalités. Notamment, on travaille sur les aspects de dématérialisation, que ce soit sur l'aspect déclaratif ou sur l'aspect paiement des cotisations sociales, et que l'ensemble des auto-entrepreneurs a intérêt à aller vers ces démarches simplifiées, dématérialisées, qui leur permettent de se consacrer à leur activité professionnelle et passer moins de temps sur les démarches administratives. Mais ça, il y a encore un peu de boulot aussi. Encore un petit peu de travail. Merci. Alors, merci pour vos deux remarques. J'en profite pour vous remercier à nouveau d'être venu, parce qu'effectivement, je le redisais tout à l'heure, mais c'est important qu'on puisse avoir des échanges et des discussions avec vous. Nous, on ne travaille pas, depuis le début d'ailleurs, on ne travaille jamais contre les organismes ou avec une logique qui serait une logique uniquement revendicative. On est beaucoup plus dans le logique de travailler avec les organismes, avec le RSI, je pense qu'ils peuvent en témoigner, avec l'URSSAF, avec la CIPAV, avec tout ça. C'est important pour nous, avec le Pôle emploi, on a construit des actions, avec la DGFIP, sur la CFE. Donc on est là pour ça et on continuera à le faire demain. Et je profite de ce que vous disiez par rapport à la densité de population qu'on représente au RSI. Et oui, la roue tourne. Alors, la roue tourne. Effectivement, les artisans et les commerçants seront, à partir de 2018 ou 2019, minoritaires au RSI, et les auto-entrepreneurs seront majoritaires. Alors, c'est la forme classique. On peut être artisan, commerçant, auto-entrepreneur, mais en tout cas, les autres régimes seront minoritaires comparés aux auto-entrepreneurs. Ça a des impacts importants pour nous, et je vous dis quand même, aujourd'hui, à quelques exceptions près, il n'y a pas d'auto-entrepreneurs qui siègent dans les organismes représentatifs. Alors, il n'y en a aucun à la CIPAV, il y en a quelques-uns au RSI, dans certaines caisses régionales. Très peu. Bon, c'est un enjeu, peut-être même que c'est un enjeu électoral. Peut-être qu'on ira, on y réfléchit très 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 sérieusement, autant dire que l'adhésion est quasiment prise, on ira sans doute devant les urnes en 2018 pour présenter des listes d'auto-entrepreneurs au RSI, pour avoir enfin des représentants partout dans cet organisme, alors peut-être si décrié, je ne sais pas s'il est si décrié que ça, en tout cas il est central pour nous, et on veut prendre des décisions, on veut peser sur le RSI. Voilà. Donc on le fera, je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas si on aura les moyens, je ne sais pas si on aura des succès, mais on veut, en tant qu'auto-entrepreneur, peser sur le RSI et être des représentants actifs. Merci à vous 5 pour cette deuxième table ronde. Grégoire, je vais te laisser conclure avec un petit mot ces assises, puisque c'est terminé. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être venus. Je voudrais quand même remercier aussi, parce que c'est quand même le plus important, l'URSSAF encore. L'URSSAF, c'est important, mais
Je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe de la Fédé, parce qu'il y a 9 personnes qui travaillent quand même presque au quotidien avec nous. Donc l'ensemble du bureau, Ludovic Frédéric, notre permanente Liliane qui est là ce matin. Et puis bien sûr les 2 délégués qui sont au fond, Gwenaël et Florian, qui sont venus aussi de région pour être avec nous lors de cet événement. Voilà, donc soutenez la Fédé, parlez de la Fédé, faites connaître la Fédé. Adhérez à la Fédé. Adhérez à la Fédé. C'est pas cher en plus. Suivez nos actualités, accompagnez-nous parce qu'on a besoin d'être le plus nombreux possible pour justement être représentés et s'occuper de ce million d'auto-entrepreneurs en France. Merci à tous. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un petit buffet ou je dis des bêtises, Grégoire? Oui, il y a un petit buffet dans l'espace networking juste à côté. Ok, donc il y a bien un petit buffet juste à côté. Voilà.